Il n'y a vraiment pas d'âge pour aimer. Par contre, les amours de jeunesse ne sont jamais pris au sérieux par les parents. Moi, avec ma fille de 12 ans, franchement, je lui donne beaucoup de conseils. Je lui dis qu'elle n'est pas prête, c'est pas maintenant, plus tard qu'elle aura son bac, voilà, parce que maintenant, là, les enfants n'assurent pas et voilà, ça déconcentre. Moi, je lui donne beaucoup de conseils. Moi, ma fille, c'est comme ma camarade, c'est mon amie. Hein. Il faut beaucoup de communication entre parents et enfants. On donne des conseils. On essaie plus de pencher du côté biblique parce que c'est la prière. C'est un peu difficile vu l'environnement qu'il côtoie. Au pire des cas, si ça ne va vraiment pas, voilà, on va l'envoyer à l'étranger, tout simplement, pour qu'il réalise vraiment que la vie n'est pas facile. C'est ce qu'on a en idée de faire. S'il continue, s'il persiste dans sa bêtise, on va l'envoyer à l'étranger. Mais là encore, il ne sait pas cela. Donc on observe. On espère qu'il se ressaisira. Je trouve que l'ado et l'amour, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont encore petits. Et on remarque que des enfants de l'âge de 12 jusqu'à 15 ans, ils sont déjà enceintes. Parce que moi-même, je suis victime. Je suis allée au village prendre une de mes nièces pour venir. Et il se trouve qu'à ma grande surprise, elle est enceinte de 5 mois. Les parents, face aux amours de leurs adolescents, la compréhension n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, les adolescents préfèrent vivre leur amour en cachette, comme dans un véritable conte de fées. Mes parents ne sont pas au courant de la relation. Parce que j'ai peur de le leur dire. S'ils savent, ça ne sera pas bon pour moi. On envisage d'aller jusqu'au mariage. Maman sait, mais elle dit qu'il ne faut pas inciter une fille pour venir devant elle. Sinon, il y a pour mes bagages pour sortir. Je sors de la maison. Je suis la petite amie de Anno. Ses parents ne veulent pas parce qu'ils trouvent que nous sommes encore jeunes. Et moi, je trouve ça débile. Je crois que c'est l'amour, parce que l'amour n'a pas d'âge. L'amour, une des principales préoccupations des adolescents. Mais aimer, qu'est-ce que cela signifie pour eux? Comment vivent-ils ces sentiments naissants? C'est fort, quoi. Quand on est ensemble, c'est comme si le monde tourne devant nous, quoi. On est ensemble, on parle bien, propre. Nous sommes deux, c'est un joli couple en forme. Voilà. Mais eux, ils pensent que quand Alice est avec moi, ça me distrait et que je ne vais pas avoir de bons résultats. Et pourtant, mes résultats sont parfaits. Au premier trimestre, il y a eu 14. Les relations amoureuses des adolescents, parfois les parents se sentent perdus et désapprouvent ces premières histoires d'amour. Pourtant, ce sont de vraies histoires pour les enfants qui les vivent. C'est quoi donc l'amour? Y a-t-il un âge pour aimer? Comment, en tant que parents, adopter l'attitude la plus juste possible? Des interrogations qui bousculent depuis des siècles les rapports entre les ados et les parents. Waouh! Alors, sujet très intéressant. Pour le coup, docteur, bonjour. Bonjour. Parents à vos marques, prêts, écoutons. Et d'ailleurs, vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission, poser vos questions éventuelles à docteur Assong Nguessan qui est là. Alors, docteur, ma première question, ce sera, quelle perception les enfants ont de l'amour? Est-ce que c'est la même pour les adultes ou les adolescents, puisque c'est d'eux dont il est question? Non. En termes de perception, ce n'est pas la même perception parce que l'adulte, il met beaucoup d'autres choses en termes de contenu. Dans le reportage, déjà, on a parlé, il y a quelqu'un qui me disait les enfants sont tout petits, ils n'assument pas. Donc, le fait d'assumer l'amour ou tout ce qui entoure la relation amoureuse, ça, c'est adulte. Ça, c'est l'adulte. Mais en termes de sentiments, amour, émotion, amour, découverte, amour, partage, c'est de 0 à 77 ans et même bien plus. Il n'y a pas d'âge pour commencer à aimer et à aimer véritablement. Donc, ce n'est pas la même perception parce qu'il y a des responsabilités en tant qu'adulte, mais la chose se vit de la même façon, de la même intensité, les mêmes conséquences. La même passion. Les mêmes passions. Moi c'est le thème en lui-même qui, en tant que parent, en tant qu'être humain, déjà, ça, les adolescents et l'amour. Quelle attitude adopter? C'est tout un programme. C'est tout un programme, hein, mais quelle attitude adopter? En fait, sur le plateau, il ne s'agit pas de donner des recettes parce qu'il n'y a aucune recette valable par rapport à une relation amoureuse. Mais juste dire que c'est une étape très importante du développement de la personne, de toute personne. Adultes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes passés par là. Et la façon dont les choses ont été abordées pour nous
avec nos parents, comment nous l'avons vécu, peut déterminer plus tard le type de relation amoureuse ou affective qu'on peut développer avec son partenaire, avec ses amis et tout cela. Le premier amour, c'est quelque chose de très important dans le développement et dans la construction même du soi, la construction de l'être en termes de personne émotion, personne affective, personne vivante, personne physique et personne psychologique. Donc, ça affecte vraiment tous les domaines de la vie de la personne. Donc, le premier amour, c'est le premier, parfois le plus grand, parfois le plus décevant, mais toujours est-il que le premier amour, il marque indéléblement. Pendant l'élément qu'on a eu, il y a un papa qui disait que moi je mets ma fille en garde, etc. J'estime qu'elle n'est pas prête et tout de suite vous avez réagi, vous avez dit mais est-ce que c'est à lui de décider, que c'est pas à lui de décider? Ah non, 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 ce serait trop facile, c'est pas une carte postale qu'on met, ou bien c'est pas non, l'amour l'amour naît tout seul. Hein. Vous voyez une personne pour une première fois, tout votre corps commence à réagir et tout cela, vous n'y comprenez absolument rien. D'abord, on se dit, ça peut être physique. Déjà, il faut faire la différence entre la façon dont la jeune fille entre dans l'amour et le jeune garçon entre dans l'amour. Une jeune fille peut voir tout de suite un garçon et puis développer des sentiments par rapport à ce qu'elle a ressenti en voyant cette personne-là. Le garçon, ça sera beaucoup plus le physique, d'accord ? Comment le rapport physique à cette personne et tout cela. Mais pour dire qu'il n'y a pas de recette. L'amour vient, c'est au détour d'un chemin qu'on rencontre l'amour. Et cet amour-là peut être pour la vie, comme pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines. C'est de quelques heures à pour la vie. Et donc, avec une intensité plus ou moins variable, et un point ou une emprise plus ou moins forte sur la personne qui vit cet amour-là. Alors, tout à l'heure, on va parler de l'attitude à adopter par rapport aux parents, mais quels sont les signes annonciateurs? À quel moment le parent, là c'est le parent qui parle, c'est pas l'animateur. J'ai beaucoup de filles. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit ma fille, parce qu'en général les garçons ça pose pas problème. Ma fille est amoureuse, Marco. Mais oui, et puis ça commence, il y a déjà des fois, même à l'école primaire, mon petit ami, mon bon ami, mon amoureux. Je viens juste de vous dire que c'est des zéros, enfin, zéro, pas zéro, mais raisonnablement, dès qu'on sait s'exprimer. Dès qu'on sait s'exprimer, vous allez voir des bébés qui se prennent par la main et qui se font des bisous. Et même dans les dessins animés, même maintenant, on s'embrasse. Bon, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, soit dit en passant. Alors, comment décrypter? Alors, comment savoir que son fils ou sa fille est amoureux ou amoureuse? Il y a des signes. Vous allez constater que voici votre enfant. D'abord, si vous n'avez pas l'habitude du contact avec votre enfant, si vous ne l'observez pas, vous ne partagez rien avec votre enfant, beaucoup de choses vont vous échapper. Donc, si vous êtes observateur de votre enfant, pas observateur inquisiteur, hein, mais juste observateur, attention, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a des petites choses qui changent. Maintenant, nous avons tous accès, à partir de 10 ans, peut-être même moins, au téléphone portable. Donc, le téléphone sonne. L'enfant s'éclipse très rapidement. Il y a une attitude tout de suite? Tout de suite. Il s'échappe, il regarde à gauche et à droite, il s'échappe. Il s'en va répondre à son téléphone. Vous allez le voir très souvent très concentré sur ce téléphone-là. Et puis, avoir des sourires quand vous l'observez, avoir des attitudes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va avoir une attitude, quelqu'un qui a envie de... Comme s'il s'imaginait dans les bras de la personne aimée. Des choses comme ça. Si vous connaissez votre enfant, vous allez voir ces signes-là. Qu'ils vont se laver ou qu'elle va se laver. Elle va se laver, elle va se mettre à chantonner. Voilà. On va commencer à chanter des chansons d'amour, les écouter plus souvent, chercher des clips où on parle d'amour, lire les livres qui parlent d'amour. Les petites filles sont plus coquettes. Ça, c'est naturellement. Quand on doit sortir et savoir que dans cette sortie, on va rencontrer l'élu, on fait très attention à... Là, on parle de quel âge déjà? De quel âge? Je viens de vous dire de 0. qu'il n'y a pas d'âge pour la chose. Alors, mais le contenu et les manières de le faire seront plus ou moins prononcées quand on avance en âge. D'accord?
Mais là, nous sommes dans l'adolescence, donc disons que nous commençons à 12 ans à peu près, jusqu'à avant 25 ans, qui est l'âge théorique. Tout ça, ce sont des bornes théoriques hein, pour rentrer dans l'adulte. Marco le disait, bien souvent, on en rigole hein, quand l'enfant de 6-7 ans vient dire « Maman, j'ai un amoureux » ou « J'ai une amoureuse », etc. Tant que ça reste platonique, je pense que ça ne pose pas vraiment problème aux parents. Le véritable problème, c'est la suite. Parce qu'on a le petit garçon... Gérer la suite. C'est ça la véritable question, parce qu'on a le petit garçon qui vient à la maison, qui vient voir la petite fille, on leur sert de la loco, ils mangent, oui, mais ton gars est là, on te chahute. On les conditionne. On les conditionne pour rester à la vue de tous. On sait qu'ils ne font rien de méchant, ils regardent la télévision, ils écoutent de la musique, etc. Mais la question, c'est que s'ils se retrouvent à deux, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? C'est ça la véritable interrogation et la véritable crainte. Mais nous disons plutôt qu'il faut être attentif. Quand vous dites on leur donne de la loco et tout cela, il ne faut jamais banaliser l'amour. C'est vrai. Il ne faut jamais banaliser ou minimiser ou mépriser. Et malheureusement, la plus grande erreur des parents, c'est la méprise par rapport à l'amour que manifeste un enfant. On se dit, ils ont 6 ans, c'est pas grave. Mais ça peut commencer là pour la vie. Et donc, il faut le prendre très au sérieux quand votre enfant vient vous dire « j'ai mon amoureux, j'ai mon amoureuse ». S'il a le courage de le dire ainsi. Parce que ce type de langage est dans un certain milieu familial. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il vient, maman, papa, je suis amoureux. Qu'est-ce qu'on lui dit là concrètement? Quels sont les mots qu'on utilise? C'est une très bonne chose. En bon africain, on le raboue ou bien on fait la psychologie? Ah non. Être amoureuse, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. À 6 ans? À 6 ans? Oui, à 6 ans. Oui, à 6 ans. Si votre enfant n'aime pas, ne tombe pas amoureux, c'est un psychopathe que vous préparez. C'est un psychopathe. Si quelqu'un peut vivre sans amour, ne pas éprouver de l'amour, vous avez à vous inquiéter, mais alors très sérieusement. Parce qu'il s'agit donc de situations très graves, de ce que cet enfant-là, cette personne-là, dans son développement psycho-affectif, il y a un grand souci. Donc, si votre enfant de 6 ans, quel que soit son âge, vient vous dire « je suis amoureux, je suis amoureuse, j'ai un amoureux ou une amoureuse », félicitez-le. C'est très bien. Ah bon? Ah bon? Tu as un amoureux. Et évoquez donc la description de cet amoureux, comment est-ce qu'il le ressent, pourquoi il pense que cet ami qui vient de nommer est son amoureux ou son amoureuse, pourquoi pas l'autre qui est à côté, et ainsi de suite. Et vous introduisez la conversation. Et pour les enfants qui changent d'amoureux ou d'amoureuse tout le temps. Là, non, je veux dire, il faut leur montrer dès la base aussi qu'une relation sérieuse, enfin, je ne sais pas comment on le dit. Alors, je vais prendre par exemple un petit garçon qui a 3 amoureuses. Moi, j'ai 3 amoureuses à l'école, ce sont mes copines. On lui apprend à ce moment-là qu'il faut en choisir une et puis rester avec. Non. C'est le processus. On ne prépare pas des polygames? Non. On ne prépare pas des polygames. N'allons pas très vite en besoin. C'est possible que cet enfant, ayant vécu dans un milieu polygamique, a vu faire et donc il se dit c'est la norme. Donc je viens présenter 3 amoureuses, mais ça, ces cas existent, je ne l'exclus pas. Mais quand un enfant vient vous dire j'ai 3 amoureuses, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit d'amourettes. Et donc des amis, des personnes qu'elle apprécie bien. D'accord? Le nombre peut augmenter. Juste pour ouvrir une petite parenthèse, ma fille aînée, quand elle était toute jeune, elle en avait 10. Elle avait mis des numéros, le numéro 1 jusqu'à 10. Eh bien... Mais aujourd'hui, elle n'est pas polyandre. Elle a juste un fiancé. Et c'est tout. Et en grandissant, le nombre s'estompe, on reprécise les choses, on regarde les choses. Et tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à chahuter. Je lui ai dit, mais où est passé ton amoureux numéro 1? Elle m'a juste ri et puis elle m'a dit, mais maman, vous comprenez que ça ne prépare en rien. Ce sont juste des étapes normales du développement affectif de l'enfant. Alors, docteur, j'aimerais qu'on revienne sur un élément très important, à mon sens.
l'observation, parce que quand ils sont en bas âge, comme ça, les enfants regardent beaucoup autour d'eux. Et le comportement des parents, la manière d'aimer des parents, la manière de détester des parents a obligatoirement, mais indubitablement une influence sur eux. C'est exactement ça, c'est le premier schéma qu'ils ont devant eux, c'est le premier modèle qu'ils ont devant eux. Donc, vous allez voir un enfant qui apprécie la façon dont les parents se comportent, va vouloir imiter. Nos enfants sont nos premiers imitateurs. Ils imitent d'abord cela avant que la rue, les amis ou l'extérieur leur donne ou leur propose un autre modèle qui leur convient mieux. Et comme les enfants sont en construction, parlons d'adolescents. Donc l'adolescent est en construction, donc avec les différents modèles qu'il aura sous la main et dans son environnement, il va donc se construire en se cristallisant l'un sur l'autre modèle qu'il aura vécu. Il est important, comme je disais tantôt, qu'il ne faut pas minimiser donc l'amour, le premier amour de l'enfant, de l'adolescent. Il faut bien au contraire, s'il vient vers vous pour en parler, ou s'il n'a pas le courage de venir vers vous pour en parler et que vous voyez les signes annonciateurs de la chose, introduire des sujets de discussion autour de la chose sans toutefois se mettre en inspecteur. C'est l'erreur que nous faisons généralement de vouloir jouer les inspecteurs. Mais toi, je te vois avec un tel, toi, tu n'as pas ceci, j'évite ton ami. Non, on n'est pas des inspecteurs. Nous sommes les amis de nos enfants. Nous devrions être les amis de nos enfants. Et de cette façon-là, la communication passe plus aisément. Et les choses à introduire dans l'éducation de l'enfant, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'amour de l'adolescent, mais ce n'est qu'un aspect important de sa construction. C'est comme tous les autres sujets de l'éducation que nous apportons à notre enfant. Madame Guesson, soyons réalistes. Nous sommes des Africains. Oui. Combien de parents africains vont voir leurs enfants dans cette situation-là et puis être cool? Franchement, j'imagine Kadi Fadiga, que je connais, ma rédactrice en chef. Vous pensez que nous sommes tous enclins à avoir ce genre de discussion, être philosophe, pendant que ça bouillonne en nous, honnêtement? Il ne s'agit pas de philosophie, il s'agit de la vie aujourd'hui. Quand nous disons en tant qu'Africains, nous ne sommes pas en dehors de la vie de tous les jours. Il y a des slogans qui ont... Moi, j'ai dit slogans, mais il y a des slogans qui ont circulé comme globalisation, mondialisation et tout cela. D'accord? Mais dans les faits, aujourd'hui, aucun Africain ne vit tout seul. Personne ne vit sur le cocotier encore, Marco. Et donc, dans la mesure où nous ne vivons plus sur les cocotiers et que nous apprenons à parler... et à partager des cultures, à faire des ouvertures sur notre culture, notre manière de vivre et tout cela, naturellement, nous devons changer. Et c'est méconnaître la culture traditionnelle africaine ou même ivoirienne, de dire qu'on bouillonne, donc on va faire ceci. La société traditionnelle était très organisée pour gérer ces choses-là. C'est parce qu'aujourd'hui, cette société a été complètement déstabilisée que les parents se trouvent au premier degré, au premier plan pour régler cela. Sinon, dans la société traditionnelle africaine, il y avait donc ces organisations qui existaient, de telle sorte que l'enfant qui rentre en adolescence est déjà pris en charge par un groupe d'adolescents, et pris en charge par des adultes dans les sociétés initiatiques et qui règlent toutes ces questions-là. Et donc, les parents n'ont pas à le gérer immédiatement ou tout seul. Parce qu'il y a l'organisation qui fait que dès que l'enfant atteint tel âge, dès que la petite fille a ses premières règles, se tourne, va en société initiatique et donc automatiquement est pris en charge. Et donc, le parent n'est pas confronté immédiatement à tout l'aspect amoureux à vivre cela. Aujourd'hui, ces sociétés initiatiques ont disparu. Ces prises en charge collectives ont disparu. Et donc, le parent se retrouve face à son enfant et donc on est obligé d'être le premier à gérer donc cet aspect des choses-là. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a ce qui devrait être fait, aurait dû être fait, à savoir être proche de son enfant, toujours lui parler, etc. Il y a des parents, voilà, il y a des parents qui ne l'ont pas fait jusque-là. L'enfant a aujourd'hui, on va dire 13, 14 ans, on se retrouve face à cette problématique-là. N'ayant pas l'habitude des échanges complices avec l'enfant, l'enfant, tout de suite, il cache sa relation, comme on a pu le voir comme on a pu le voir dans le reportage. On allait à l'école, on prétend être à l'école alors qu'on est chez le petit gars, etc., etc. Une fois que la situation se pose, comment l'aborder, comment la gérer pour le parent? Alors, la manière la plus simple possible, c'est engager une discussion avec l'enfant
l'appeler. Et puis, prétendre, on peut prétendre, si on n'a pas l'habitude d'aborder un certain nombre de choses, parce que la sexualité en Afrique traditionnelle, ou même jusqu'aujourd'hui, et même sous d'autres cieux d'ailleurs, la sexualité est tabou. Donc, pour parler de sexe, de rapport sexuel, il y a beaucoup de pudeur qui entoure la chose et il faut respecter cela. Et donc, pour pouvoir aborder cela, on peut prendre des chemins de tournée. Par exemple, parler de la contraception. Voilà un sujet qui entre dans les amours, le rapport sexuel, mais il s'agit de contraception, puisque à l'école, ce sont des thèmes qu'on aborde dans la formation. Et donc, prétendre de cela, est-ce que vous n'avez pas encore étudié ces choses-là? Et puis, voir ce que l'enfant sait. Parce que, contrairement à ce que nous pensons en tant que parents, les enfants savent beaucoup plus de choses que nous n'imaginons. Et aujourd'hui, avec l'ouverture en termes de communication, avec les NTIC et tout ce que nous avons comme accès à la communication, les enfants apprennent beaucoup de choses et malheureusement, pas les bonnes, ils ne savent pas. Donc, il faut pouvoir introduire d'une manière ou d'une autre, qu'on soit sévère ou pas, même dans sa sévérité, donner des conseils par rapport à la relation sexuelle, donner des conseils par rapport aux conséquences des rapports sexuels prématurés. C'est une interruption de la scolarisation, de la croissance même quand l'enfant est trop jeune. Pour la jeune fille, c'est dramatique parce qu'elle va porter un autre être en son sein, un ou plusieurs en son sein, et il faut pouvoir regarder cela. L'adolescence même, c'est une situation de crise dans le développement de l'être, c'est un passage normal, ça fait partie du processus normal de développement et du devenir adulte de chaque être humain. Donc, ce sont des étapes qu'il faut véritablement encadrer. Un adolescent est déjà confronté à toute la transformation physique et tous les autres aspects de sa vie qui changent, avec tous les bouleversements que cela comporte. Si l'amour s'introduit, il faut véritablement l'aider, être très proche de cet enfant, au lieu de commencer à menacer ou à brimer ou se mettre en colère. Mais il faut bien plus lui donner des conseils, l'aider et essayer de rentrer en complicité et voire même aller jusqu'à connaître l'amoureux, les parents de cet amoureux-là, et puis ensemble guider les enfants. Absolument. Beaucoup de communication, ne jamais banaliser, ne pas minimiser. Et puis, il y a des facteurs également qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on le sait, l'éducation de nos enfants parfois est confiée avec C majuscule au nounou. Parce qu'on a soi-disant pas le temps. Voilà, tout. Donc, on constate souvent que l'enfant a la personnalité, la psychologie de la nounou. Il écoute les chansons de la nounou. Il écoute les conversations de la nounou puisqu'il est avec elle toute la journée. Et ça peut avoir aussi une influence. C'est le modèle de l'environnement dans lequel il a vécu. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. La nounou peut venir raconter ses aventures adultes à cet enfant-là. Et il y a des dangers, effectivement, par rapport au premier amour. Là, on parle de... Les parents s'énervent et tout cela, mais ça peut être un drame vécu par la personne, l'adolescent qui est amoureux. Parce que l'amour ne se passe pas toujours très bien. On peut avoir un grand amour et puis... L'amour fait mal. L'amour peut faire très mal. Donc, les premiers chagrins peuvent venir de là. Les premiers gourmets. Les premiers gourmets, si je vous emprunte le terme, peuvent venir de là. Et ça peut aller très loin. De la tristesse, la dépression ou même les conduites suicidaires ou même les tentatives de suicide et même les suicides aussi. On en voit chez les jeunes. Hein, voilà. Et donc, les enfants ne savent pas. Ils sont dans le chagrin, ils n'ont aucune aide, ils ne peuvent pas en parler aux parents. Ils n'ont pas d'amis à qui confier parce que ça fait mal. On se dit, on a peur de dire qu'on est victime de... Parce que c'est un délaissement, donc un abandon, donc une rupture. Et donc, c'est très mal vécu par... en tant qu'adulte, c'est déjà assez mal vécu. Alors, imaginez un adolescent dans toute sa crise, dans toute sa construction, c'est encore plus douloureux qu'on ne peut l'imaginer. Une question, Eva, permettez, une minute qui va me faire sourire, mais je suis obligé de la poser. Monsieur Cissé Bakary de Katiola qui dit « C'est la raison pour laquelle nous optons pour les mariages forcés. Là, au moins, ça conditionne les choses et les enfants, même s'ils ont 14 ans, on les marie et comme ça, ils peuvent franchement ne pas tomber dans des choses qui vont gâcher leur existence
pour Et les le mariage années forcé futures. ne gâche pas l'existence, je l'imagine, à 14 ans ou à 11 ans. C'est une fuite des responsabilités, tout simplement. Il faut, parce que la société initiatique a disparu, il faut qu'en tant que parents, nous puissions prendre nos responsabilités et aider véritablement nos enfants au lieu de nous débarrasser de nos enfants comme un vulgaire sachet de poubelle. Franchement. Pour revenir à la complicité qu'on devrait avoir avec, nos enfants, comment poser la question à l'enfant de savoir s'il a déjà sauté le pas, savoir s'il est toujours pur, on dira. Comment demander à son fils ou à sa fille, oui. Alors ça, cette question-là, comme je dis, il n'y a pas de recette. Est-ce qu'il faut l'envoyer chez le médecin pour vérifier? Ça dépendra. Ça dépendra de ce qui se passe, ce qui se joue. Au feeling. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, on peut prétexter une visite médicale et puis souffler au médecin qu'on va voir. Si vous ne pouvez pas poser la question à votre enfant, vous pouvez faire la complicité avec le médecin qui pourra, lui, aisément poser la question parce que le médecin est neutre. Et donc, pour pouvoir, au détour d'une visite médicale, poser la question, discuter et avoir l'élément de réponse qu'on peut avoir. Ou alors, poser la question à une personne de confiance qui est autour de cette personne-là. Monsieur Abdoulaye Ouattara qui dit « Moi, chaque semaine, je drague entre guillemets ma fille. Je l'invite dans des endroits différents et nous parlons à bâton rompu. J'ai constaté en faisant cela qu'est-ce que ça la débridait, qu'elle se confiait plus à moi. » Tout à fait. C'est une très bonne stratégie et je dis merci et bravo à ce monsieur. Nous devions tous le faire. Parce que qu'est-ce qui se passe au dehors du grand amour qu'on peut vivre dans des conditions bonnes ou pas bonnes et tout cela, le fait de préparer son enfant à la vie de demain l'expose moins parce que c'est comme une vaccination, c'est comme un vaccin. Si vous avez l'habitude de faire manger vos enfants dans les restaurants, de les faire sortir, découvrir des espaces et tout cela, par exemple, le Sahara qui est organisé, combien de parents enverront leurs enfants? L'entrée est gratuite. Si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour manger là-bas, vous y allez, vous vous promenez toute la journée, vous revenez. Vos enfants vont rencontrer du monde, vont découvrir des choses, c'est instructif. Vous pourrez profiter de cette occasion-là pour aborder 1000 sujets. Mais combien de parents le feront? L'enfant ne le connaîtra jamais. Un matin, quelqu'un mal intentionné ou bien intentionné, on ne sait pas. Mais mal intentionné, la plupart du temps, va dire « Ok, je vais l'inviter ici pour l'éblouir. » Et avec un shawarma, excusez-moi, je n'ai rien contre un ticket de cinéma. Ou un poulet, comme on dit plus souvent. souvent. Comme un poulet braisé, on va impressionner votre enfant. Et puis du poulet braisé, c'est le lit. Et puis la suite, et on sait ce que c'est. Donc c'est à nous, parents, de ne pas fuir nos responsabilités. D'accord. Et sachant, pour terminer, pour dire que nous avons tous été des adolescents. Ma conclusion, c'est... Nous avons été tous des adolescents. Faisons donc pour nos adolescents qui sont devant nous ce que nous aurions voulu que nos parents fassent pour nous et ce qu'ils ont fait en bien pour nous et évitons de faire ce qui n'a pas marché avec nos parents. Car nous avons été tous des adolescents. Évitons de frustrer les enfants en disant « La petite fille, elle aime garçon. » Voilà, c'est sur cette grande conclusion d'Eva Amani, pleine de philosophie et surtout de profondeur que nous allons mettre fin à ce troisième rendez-vous de la semaine. C'était Matin Bonheur, réalisation Soro Félicité, rédaction en chef Kadi Fadiga. Et puis voilà, que la paix soit avec vous tout au long de cette journée. À demain.